Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs, à vos nouvelles alors que mai se pointe le nez 2026. Attention à l'indice d'inflammabilité extrême apparu dans nos forêts témiscaminennes sur les capteurs de la Stop-Feu avec la sécheresse et les quelques journées sans pluie ces derniers jours. Évitons donc d'allumer le feu en brûlant nos déchets lors du nettoyage de jardin. Les sacs poubelles font le travail et leur contenu se composte assez bien. Merci de suivre les nouvelles sur TVC9 et Télé Témis. En manchette ce mercredi 29 avril, Daniel Bernard et Suzanne Blais se voient confier des responsabilités plus importantes dans la CAQ sous Christine Fréchette 10 ans plus tard. Le recrutement militaire des forces armées est commencé en Abitibi-Témiscamingue et grande première témiscamienne en don d'organes. Mais d'abord, parlons des forces armées canadiennes, notre région qui figure parmi les 18 ciblées par les forces armées canadiennes pour l'éventuelle réouverture d'un centre de recrutement fermé en 2015. Le député Sébastien Lemire salue cette avancée qu'il considère comme un pas important vers le retour d'une présence militaire dans la région. Il affirme que des démarches soutenues ont été menées auprès du ministère de la Défense nationale afin de mettre en valeur notre stratégie territoriale. Le lieutenant-général Éric Simoneau a confirmé la sélection préliminaire de la région lors d'une séance du comité permanent des comptes publics. En réponse à une question du député, selon Sébastien Lemire, l'Abitibi-Témiscamingue possède un potentiel stratégique lié notamment à la position géographique et à ses capacités industrielles. Il rappelle aussi les liens historiques entre la région et les forces armées canadiennes, le député qui entend poursuivre ses efforts afin de concrétiser la réouverture d'un centre de recrutement dans la région, notre région qui figure parmi les 18 ciblés par les forces armées canadiennes pour l'éventuelle réouverture d'un centre de recrutement fermé en 2015. Le député Sébastien Lemire salue l'avancée qu'il considère comme un pas important vers le retour d'une présence militaire en Abitibi-Témiscamingue. Il affirme que des démarches soutenues ont été menées auprès du ministère de la Défense nationale afin de mettre en valeur le rôle stratégique du territoire. Et parlons politique, Daniel Bernard, qui accède à un rôle clé au sein du gouvernement, avec pour priorité de réduire la paperasse qui freine les PME. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue a été nommé ministre délégué à l'économie et aux petites moyennes entreprises. Dans ses nouvelles fonctions, il entend simplifier le quotidien des entreprises en allégeant les démarches administratives et en poursuivant les efforts de réduction du fardeau réglementaire. Il affirme que ces mesures permettront aux PME de se consacrer davantage leurs ressources à leurs activités principales plutôt qu'à la gestion de formalités jugées trop lourdes. Daniel Bernard collaborera aussi avec le ministre délégué aux régions, Mathieu Lévesque, afin de soutenir le développement économique dans l'ensemble des régions. Concernant la fonderie Horn, le ministre indique que la position du gouvernement reste inchangée. Les ajustements accordés tiennent compte du contexte international tout en visant la protection de la santé publique et souligne que l'entente actuelle constitue un compromis laissant à l'entreprise le temps de réaliser les investissements nécessaires tout en respectant des objectifs environnementaux à long terme. Et de son côté, le Conseil des régions du Québec tient sa première rencontre officielle avec la volonté affichée de mieux faire entendre les réalités d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec au sein du gouvernement. Réunis sous la présidence du ministre Mathieu Lévesque, les représentants des 17 régions administratives se rencontrent aux 2 semaines maintenant pour faire remonter les enjeux locaux et influencer les décisions gouvernementales. Parmi ces gens, il y a Mme Suzanne Blais et Denis Lamotte qui porteront les priorités de leur territoire, notamment en matière de développement régional et d'adaptation des politiques aux réalités nordiques. Québec qui souhaite aussi délaisser les approches uniformes au profit de solutions concrètes et ciblées et mieux arrimées aux besoins des régions éloignées.
Parlons santé, la baisse de la vaccination au Québec fait craindre le retour des maladies graves, autrefois maîtrisées. Grâce au programme d'immunisation, la population peut aujourd'hui se protéger contre 23 maladies potentiellement mortelles. Avec leur implantation dans les années 30 et 40, des épidémies comme la variole, la dystréphie où la poliomyélite causait de nombreux décès et séquelles importantes. Victimes de leur succès, les vaccins qui ont rendu ces maladies rares, voire méconnues. Or, une diminution des couvertures vaccinales qui est observée depuis quelques années, accentuée par la pandémie de COVID-19 et l'hésitation liée à la désinformation. Cette situation fragilise l'immunité collective et favorise la réapparition d'infections. Une éclosion de rougeole touche d'ailleurs actuellement plusieurs régions du Québec, incitant les autorités à intensifier la vaccination. Les experts qui rappellent que la vaccination demeure un moyen simple, sécuritaire et gratuit de se protéger et de protéger la population, accessible tout au long de leur vie. Restons en médecine. Il y a la Fédération des médecins résidents et résidentes du Québec qui sonne l'alarme après une chute marquée du nombre de nouveaux médecins résidents et résidentes attendues cet été. Selon les résultats du jumelage pan-canadien 2026-2027, 897 résidents débuteront leur formation au Québec le 1er juillet. C'est 46 de moins que l'an passé, malgré une hausse du nombre de diplômés en médecine. La baisse qui touche la médecine familiale avec 39 futurs médecins en moins. Le président de la FMRQ, le Dr Louis-Charles Desbiens, attribue ce recul à la dévalorisation de la profession et aux tensions politiques de la dernière année qui auraient découragé la relève. Et une première régionale a été récemment réussie grâce à une mobilisation exceptionnelle qui a permis de sauver des vies et de mettre en lumière la force de la collaboration en santé. Dans le Témiscamingue, un premier prélèvement d'organes réalisé en contexte d'aide médicale à mourir a mobilisé une chaîne d'intervenants locaux et provinciaux unis par un objectif commun, transformer un geste de générosité en espoir pour plusieurs patients. Transplant Québec, les équipes du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie et la Sûreté du Québec qui ont coordonné leurs efforts, leurs actions pour assurer un déroulement sécuritaire, rapide et respectueux. Des chirurgiens spécialisés ont été dépêchés de Montréal et escortés jusqu'à Ville-Marie afin de respecter des délais critiques. Sur place, la coordination clinique, logistique et humaine a été assurée avec rigueur, notamment au bloc opératoire où chaque étape a été planifiée pour garantir la dignité du donneur et le soutien à la famille. Cette première en Abitibi-Témiscamingue illustre la capacité du réseau de santé et de ses partenaires à agir avec efficacité en région, même dans des situations hautement complexes. Agriculture, un peu plus de 150 personnes se sont réunies mardi dernier au Théâtre du Rift pour revivre l'anecdote agricole. Le documentaire tourné il y a 10 ans dressait un portrait de l'agriculture au Témiscamingue à travers 10 familles issues de diverses productions. La projection du film original ouvrait la soirée portée par une question centrale des réalisateurs. Que sont devenues ces familles une décennie plus tard et comment leur réalité a-t-elle évolué? Le public a assisté ensuite à un panel d'échanges réunissant Édith Lafont, Pierre Gauthier et Yves Bergeron qui partagent leur parcours depuis leur participation initiale. L'événement suscite encore un vif intérêt dans la communauté. Il proposait aussi le dévoilement exclusif de la bande-annonce de nouvelles capsules documentaires qui replongent dans le quotidien de ces familles agricoles et témoignent des transformations du milieu. Les familles Bergeron, Lafont, Gauthier, Bernard Barry et Brunet Duclos, ainsi que leur relève, sont au cœur de cette mise à jour réalisée par Frédéric Patoine et Émilise Lessard-Terrien. Les capsules seront diffusées en ligne ce printemps. Alors, mesdames et messieurs les élus, producteurs et productrices agricoles, merci d'être là. Ce soir, nous soulignons le 10e anniversaire de l'anecdote agricole, ce film documentaire produit par la MRC du Témiscamingue avec la collaboration de TV Témis en 2016, où 10 fermes de chez nous
était en vedette. C'était il y a 10 ans. Comme il s'en passe des choses en 10 ans. La famille de Simon Gélina de la bergerie Ben-Oui a pratiquement doublé. Il y a un paquet de producteurs qui sont devenus des grands-parents. Des enfants sont passés du primaire à l'ITA. Des fermes se sont agrandies, robotisées, perfectionnées ou ont reconverti une partie de leurs activités. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette belle soirée. C'est avec beaucoup de fierté que je souligne aujourd'hui les 10 ans, effectivement, de l'anecdote agricole, un projet marquant pour le Témiscamingue. Donc, un documentaire qui donnait, il y a 10 ans, qui donnait la parole à des familles agricoles d'ici, qui mettaient en lumière au quotidien leur passion, leur contribution essentielle à notre territoire. À travers leurs témoignages, c'est toute la richesse humaine et collective de l'agriculture témiscamienne qui a été révélée. 10 ans plus tard, ce soir, l'anecdote agricole demeure pertinente. Elle nous rappelle l'importance de soutenir nos producteurs, de valoriser la relève. C'est tellement important. Ici, au Témiscamingue, c'est pas nous qui décidons de faire de l'agriculture, on dirait que c'est elle qui nous choisit. Puis là, mon père, vraiment, il m'a dit « Hey, Céline, il dit, pourquoi tu t'en viendrais pas travailler sur la ferme? » C'est plus qu'un objectif professionnel, c'est comme une mission de cœur. C'est de transmettre à mes enfants tout ce qu'on a fait durant notre vie. L'anecdote agricole, il y a 10 ans, ça m'a vraiment comme redonné une petite flamme. Ça m'a confirmé que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Ça regroupe tous les métiers, toutes les passions, tout ce que tu peux faire. Mes petits veaux d'expo, c'était moi aussi. À chaque jour, j'allais les promener quand j'avais le temps parce que c'est ça qui fait mon bonheur d'aller à l'étable. La résilience, je pense qu'elle réside dans les agriculteurs, dans le fond, et leur façon de tirer leur épingle du jeu. Depuis 10 ans, il s'en est passé beaucoup des affaires. On a parlé de mettre en vente, pas mettre en vente, pourquoi c'est bien le Témis. Ça peut continuer comme ça, là, on est bien ici. Eh bien, bonsoir. Merci de participer à cette table ronde. D'emblée, j'ai le goût de vous poser la question, qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir comme ça 10 ans plus tard? Eh boy, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que ça a été quelque chose qui a été le fun à regarder. Moi, je l'ai réécouté plusieurs fois, tu sais. Puis, sais-tu que ça a fait du bien qu'on le réécoute? Tu sais, tu as entendu Pierre, Jardin. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment trouver, se différencier. Il y a plein de choses en même. La famille Lafont sont toutes encore là. Tu sais, c'est quelque chose, hein? C'est émotif un peu, hein? Ah. Oui, moi, je ne l'avais pas réécouté en 10 ans. J'étais un petit peu émotive. J'avais écouté celui de la famille Lafont, là, tu sais, j'avais comme des intérêts autres. Mais le film général, puis j'ai trouvé ça vraiment émouvant tout le long de le réécouter. Ça va se passer, là, ça va se passer. Parce que je trouvais ça vraiment beau, ce qui a été fait au Témiscamingue. Je trouve que c'est vraiment précieux. On dirait qu'on a comme écrit une petite mini-biographie vite faite d'un portrait. Puis, de toute évidence, ça a évolué beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses, des prévus, des pas prévus, des belles choses, du développement, des drames, toutes sortes de choses, comme dans la vraie vie de tout le monde. Puis, je salue l'initiative d'Émilise et Frédéric de vouloir reproduire un peu la suite de ça. Vraiment, là, je trouve ça vraiment bien pour notre Témiscamingue. Moi, ce que j'ai remarqué le plus, c'est que ma barbe a changé pas mal de couleur, dans le fond. Mais, tu sais, pour mettre du push un peu sur ce que tu as dit, Edith, c'est vrai que ça a quand même évolué, dans le fond. Puis là, tu sais, de voir... moi, j'étais une relève, là, quand on a fait je venais d'acheter. Puis là, je vois tous les enfants de Sylvain, Valérie, tout ça, là.
Même toi, Yves, toute la relève est là, puis finalement, il y avait 10 ans. Je vois ma fille aussi, là, qui est rendue grande, mon chien. En tout cas, ça a été... puis les mots de ma mère, je trouvais ça très beau, pertinent. Et parlons à nouveau agriculture. Il y a Céréales Canada qui a présenté la semaine dernière son nouveau support intitulé un nouveau rapport intitulé « Assurer les marchés mondiaux pour le blé canadien ». C'est lors d'un webinaire réunissant des acteurs de l'ensemble de la chaîne céréalière, le document qui met de l'avant les stratégies de développement de marché, le soutien technique et la promotion de politiques fondées sur la science pour maintenir et accroître la demande mondiale de blé canadien. Le rapport qui souligne que le Canada exporte son blé vers plus de 80 marchés et prévoit des expéditions de plus de 28 millions de tonnes en 2025-2026. Il insiste sur l'importance de la diversification des marchés et du maintien des relations commerciales solides dans un contexte international de plus en plus complexe. Céréales Canada qui affirme que ses activités de formation, ses missions commerciales et son accompagnement technique dans plusieurs régions, dont l'Asie et les Amériques, contribuent à renforcer la confiance des acheteurs et à soutenir la compétitivité du blé canadien à long terme. Restons dans le monde des fermes. Les producteurs agricoles de la région qui tirent la sonnette d'alarme face à un contexte économique de plus en plus difficile. Réunis à Rouyn-Noranda dans le cadre de la tournée de l'UPA, ils ont exprimé leurs préoccupations concernant la hausse marquée du coût des intrants, la baisse du revenu agricole net et ce qu'ils perçoivent comme un désengagement gouvernemental à l'approche des semences, l'explosion des prix des engrais et du carburant accentue la pression sur les entreprises. Les producteurs attendent toujours des mesures concrètes dont le remboursement complet de la tarification carbone promis par la première ministre Christine Fréchette. Depuis 2015, ils estiment avoir versé 550 millions de dollars sans solution de rechange viable aux énergies fossiles. Dans une région éloignée comme l'Abitibi-Témiscamingue, les coûts de transport aggravent la situation. Selon le président régional de l'UPA, chaque hausse du coût se répercute plus fortement ici qu'ailleurs. Même que les semences sont plus chères, les producteurs et productrices agricoles qui s'inquiètent du contexte économique dans notre région. Dans le cadre de la tournée de la Confédération de l'UPA, les productrices agricoles de la région ont eu l'occasion d'échanger sur les principaux enjeux de l'heure en compagnie du deuxième vice-président général de l'Union des producteurs agricoles, M. Julien Pageux. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le désengagement gouvernemental à l'égard de l'agriculture, qui est particulièrement inquiétant dans le contexte de la hausse du coût des intrants et la baisse du revenu agricole net. À la veille de la saison des semences, les producteurs et productrices doivent évoluer dans un contexte où la situation internationale a fait exploser le coût des producteurs intrants, notamment les engrais et le carburant. Pendant ce temps, ils attendent toujours des actions concrètes comme le remboursement intégral de la tarification carbone qui a été promise par la nouvelle première ministre Christine Fréchette. Rappelons que depuis 2015, les producteurs-productrices du Québec ont payé 550 millions de dollars en tarification carbone, alors qu'il existe des alternatives visibles à l'utilisation d'énergie fossile pour leur production qui sert à nourrir les Québécois et Québécoises dans une région comme chez nous. Ces hausses ont un impact direct sur la rentabilité des entreprises agricoles. Comme on est plus loin des marchés, les producteurs d'ici doivent payer le transport pour faire venir les intrants et en même temps exporter la production, ce qui affecte grandement la rentabilité des entreprises. Pour Pascal Roux, président de la Fédération de l'Union des producteurs et productrices agricoles d'Abitibi et du Témiscamingue, la réalité des régions éloignées doivent être pleinement considérées dans les décisions gouvernementales. Chaque hausse de coûts se répercute plus fortement ici qu'ailleurs.
Et allons dans le monde des mines maintenant. La pénurie de main-d'œuvre et les nouvelles attentes des travailleurs freinent désormais l'élan de l'industrie minière québécoise. Malgré une croissance soutenue et des perspectives prometteuses, le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines, le CSMO Mines, dévoile son diagnostic 2025-2026, un portrait détaillé des enjeux qui vont marquer les prochaines années, réalisé l'an dernier auprès de l'ensemble de l'écosystème minier. L'étude met en lumière des défis persistants en attraction et en rétention du personnel, particulièrement pour des postes spécialisés comme la mécanique, l'instrumentation et l'opération de machinerie lourde. En 2024, le secteur représentait 1,2 % du PIB québécois et regroupait plus de 21 700 emplois directs, en hausse de 14 % depuis 2019. Plus de 50 projets miniers sont actuellement en développement, notamment dans les minéraux critiques liés à la transition énergétique, mais plusieurs entreprises peinent à atteindre leur objectif faute de travailleurs. Le rapport qui souligne que la rémunération ne suffit plus à attirer les candidats, les conditions de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, le leadership et les possibilités d'avancement influencent désormais fortement les choix de carrière, surtout dans les sites éloignés. Le diagnostic insiste aussi sur l'importance de la formation continue et flexible pour poursuivre l'évolution rapide des technologies, ainsi que sur le rôle central du navettage devenu une pratique généralisée dans l'industrie. Malgré ces défis, la forte demande mondiale pour les ressources et le virage vers une économie verte place le Québec dans une position stratégique. Le CSMO Mines estime que ce diagnostic fournira des outils concrets pour aider les entreprises à s'adapter et à assurer la pérennité du secteur. Allons faire un tour en forêt, le secteur forestier qui veut peser davantage dans les priorités du gouvernement. Le Conseil de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ, offre sa collaboration à la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Catherine Champagne-Jourdain, afin de renforcer le rôle stratégique de la filière. L'organisation affirme vouloir travailler avec la ministre pour maximiser la contribution de la forêt au développement économique et énergétique du Québec, tout en accentuant son rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Son président, Michel Vincent, insiste sur l'importance d'actions rapides pour soutenir une industrie confrontée à plusieurs défis, dont le droit de douane américain, l'incertitude économique et la modernisation du régime forestier. Le CIFQ salue également la nomination de Bernard Drainville à l'économie et à l'énergie et presse le gouvernement de faire de la foresterie une priorité à court terme comme dans ses orientations futures. L'industrie forestière, qui demeure un pilier économique majeur, présente dans plus de 900 municipalités et générant près de 130 000 emplois québécois. Et à la fonderie Horne, le poids économique de Glencore au Canada qui se confirme à grande échelle, c'est selon une étude de KPMG révélant des retombées de plusieurs milliards et des dizaines de milliers d'emplois à travers le pays. Selon des données de 2024, les activités canadiennes de l'entreprise génèrent directement 8 milliards 100 millions de dollars au PIB, près de 11 000 emplois et 1 milliard 400 millions en retombées publiques. En tenant compte des effets indirects et induits, la contribution totale atteint jusqu'à 14 milliards 300 millions de dollars et plus de 34 000 emplois. L'étude souligne aussi l'importance de l'entreprise dans l'industrie minière, où elle représenterait 16 % du PIB du secteur et soutiendrait un travailleur sur 20. Les retombées se concentrent notamment en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario, où ces activités minières et métallurgiques génèrent dont l'investissement majeur et alimentent une vaste chaîne d'approvisionnement nationale. Et parlons d'aide. Mira qui a amassé 715 000 $ lors de son bal du 45e anniversaire tenu jeudi soir dernier au Théâtre Cartier à Montréal. L'événement a réuni partenaires
élus, gens d'affaires et membres du public dans une soirée à la fois festive et émotive. Le directeur général de Mira, Nicolas Saint-Pierre, s'est dit touché par l'élan de générosité, soulignant que ces fonds permettront de transformer concrètement des vies, de favoriser l'autonomie des personnes accompagnées. Animée par Patricia Paquin et mise en scène par Joël Legendre, la soirée a été ponctuée de témoignages, de prestations artistiques et de rencontres avec des bénéficiaires et leurs chiens d'assistance. Mira rappelle que l'organisme célèbre 45 ans d'existence, un an après le décès de son cofondateur Éric Saint-Pierre, et qu'il poursuit sa mission auprès des personnes vivant avec un handicap ou un trouble du spectre de l'autisme. Et attention, samedi, les reculs en matière de droits économiques et sociaux seront dénoncés à Montréal et ailleurs à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs 2026. Une marche solidaire réunira le 2 mai des organisations syndicales, communautaires et citoyennes qui attendent faire entendre, dis-je bien, leur opposition face à ce qu'ils qualifient de droits piétinés. En amont de l'événement, un point de presse est prévu avec des porte-paroles issus de divers milieux, notamment syndicaux et communautaires. Le rassemblement se tient, on vous le rappelle, samedi le 2 mai à 13h15 devant le monument de Sir Georges-Étienne Cartier sur l'avenue du Parc. Et terminons sur un coup d'œil dans le monde du sport. Cyclisme international, Olivia Barry qui pose le pied à terre, la Rouyn-Norondienne, qui a été contrainte à l'abandon à la Flèche Wallonne la semaine dernière, alors que Magdeleine Vallière, 1000, s'accrochait parmi les meilleurs. Olivia n'a pas été en mesure de compléter l'épreuve disputée mercredi dernier en Belgique, mettant fin à sa journée avant l'arrivée. Pendant ce temps, sa compatriote Madeleine Vallière, 1000, a pris le 6e rang après avoir brièvement figuré parmi les prétendantes à la victoire, dont l'ascension finale du mur de 8. La course a été remportée par la néerlandaise Emile Voltering, qui a fait la différence dans les derniers mètres devant sa compatriote Puck Peters et l'Espagnol Paula Biasi. Du côté masculin, le Français Paul Seixas a marqué l'histoire en devenant le plus jeune vainqueur de l'épreuve. Ben voilà qui complète nos informations. Là-dessus, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine et on se retrouve pour un prochain bulletin mercredi prochain. Au revoir.